quelques éléments aussi exhaustifs que possible, du moins dans le champ qui est brassé, mais c'est surtout pour vos questions, pour vos réactions, puisque voilà, on sort d'une quinzaine d'années très compliquées pour le nucléaire, et on en sort pour l'industrie française, pas si mal que ça, même si ça a été voilà, un très très gros challenge. Alors, je commence maintenant mes speeches en général en interne, par rappeler que le changement climatique, parce qu'on parle d'1,5 degré, 2 degrés, et avec aussi les parties prenantes, c'est compliqué, c'est assez théorique en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je parle toujours, j'ai grandi à Lyon, et je commence, et on touche pas mal de gens en leur disant, ouais voilà, moi j'étais sur la mer de glace en 90, et le glacier maintenant, il a voilà, il est quelques centaines de mètres plus bas. Donc quand on parle de réchauffement climatique, il y a des aspects un peu théoriques, il y a des aspects un peu lointains, il y a des aspects c'est pas moi, c'est les autres, et puis il y a un aspect qui est très concret, c'est que les glaciers des Alpes ils sont en train de disparaître. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'on situe notre action, en tout cas chez Orano. Avec quelques rappels, alors vous avez, pour être très modeste, le nucléaire, c'est un tout petit bout de l'énergie. Vous avez sur la partie gauche le rappel en part d'énergie primaire, hein, et donc le nucléaire, pour ceux qui sont loin, c'est 4% de l'énergie primaire. Et c'est là qu'on réalise vraiment l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique, avec encore 31% de pétrole, 27% de charbon, 24% de gaz. En général, les sources, c'est soit les pétroliers, BP Statistical Review, soit l'Agence internationale de l'énergie, hein, si vous voulez, qui fait des statistiques vraiment pertinentes. Si on peut, il ne faut pas oublier, pour rajouter un élément là-dessus, c'est que la France n'est pas si différente que ça du monde. Oui, on a un vrai avantage sur le nucléaire et le renouvelable que l'on a, mais c'est uniquement dans l'électricité. Donc on a quand même encore une majorité d'énergie primaire fossile en France, ne serait-ce que pour les transports, ne serait-ce aussi que pour une bonne partie de l'industrie. Donc ça c'est voilà, le challenge du réchauffement climatique. Et le nucléaire dans tout ça, le nucléaire il a connu une période de croissance que tu as évoqué Philippe aussi, au moment où elle a commencé à s'arrêter dans les années 2000. Mais contrairement à ce qu'on pense, au niveau mondial, le nucléaire n'a pas décru significativement. Le nucléaire est resté très présent en gigawattheure, et maintenant voilà, l'Agence internationale de l'énergie, World Energy Outlook, dit bon ben les petits camarades, il faut que vous doubliez votre production d'électricité, parce que pour faire simple, si on veut décarboner ça, il faut électrifier, et ce qui veut dire qu'il faut 2 fois plus d'électricité ou 3 fois plus d'électricité, mais il faut 5 à 10 fois plus d'électricité bas carbone. Et on ne se rend pas tout à fait compte, donc voilà, pensez à une famille, 1 ou 2 enfants, s'il faut en avoir 10 ou 20, voilà, on voit le facteur qu'il faut atteindre. Ce n'est pas du tout la même chose, avoir 5 fois plus d'électricité décarbonée. Et là-dedans, le nucléaire est limité essentiellement, alors c'est pour ça qu'on a besoin d'ingénieurs, est limité essentiellement par sa capacité à délivrer et à construire des centrales. C'est ça qui limite le taux de croissance aujourd'hui. Il faut être industriel modeste. On pourrait faire plus si on construisait vite et avec moins de risques. En tous les cas, vu la vitesse à laquelle, dans cette période-là, par exemple la Chine a compensé la baisse dans d'autres pays, on peut construire du nucléaire aussi vite qu'on l'a fait ici. Hein. Il n'y a pas de raison. Mais ça reste un taux, et c'est normal, de croissance plus faible que le renouvelable. Alors là, les chiffres sont peut-être un peu petits au fond de la salle, donc je vais le dire. Je voudrais insister 2 fois sur les aspects sociaux de la transition énergétique. Parce qu'il y a pour moi, il y a pour un certain nombre d'entre nous, un des plus gros enjeux et un des plus gros freins, mais c'est les aspects sociaux. Cette transition énergétique, pas seulement pour les mineurs de charbon en Pologne, mais il y a dans le monde 31 millions de personnes qui travaillent dans les industries fossiles. Sur cette couleur bleu clair, on dit que voilà, les énergies non fossiles emploient le même nombre de personnes, mais c'est vraiment cherché à marée basse. Hein. Mais bon, parce que dedans, il y a plein de choses. Tous les électriciens de la Terre, probablement. Mais en tout cas, 30 millions de personnes travaillent dans l'industrie fossile. Et ça représente, en capitalisation boursière, 6 500 milliards. Là aussi, le nucléaire, c'est peanuts.
Même dans le top 10, la capitalisation boursière des plus grands nucléaristes mondiaux, c'est en dizaines de milliards. Là, vous voyez les pétroliers partir de 2000 milliards pour Saudi Aramco, 150 milliards pour Total Energy. Il y a une quantité de personnes et une quantité d'argent dans les énergies fossiles qui sont tout à fait hors de proportion par rapport à ce qui peut exister dans notre petit monde nucléaire. Donc un changement pour changer ça, c'est monumental. Et puis, 774 millions de personnes n'ont pas encore d'électricité dans le monde, même si ça a baissé, c'est encore beaucoup, et si ça baisse encore. Et là, simplement là c'est le prix d'achat, le surcoût d'achat d'un véhicule électrique que vous voyez en violet. France Stratégie vient de sortir une étude, 15 000 € de plus un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Il y a les aides de l'État qui en compensent une bonne partie, 8 000 €, enfin ça dépend, pour un segment B ou un SUV. Bon, une grosse différence, c'est pareil pour les pompes à chaleur. Tout équipement de transition énergétique, socialement, coûte plus cher. Il a un taux de retour, mais il faut être capable de passer le CAPEX. Il faut être capable d'investir dans la pompe à chaleur, il faut être capable d'investir dans le véhicule électrique. Et même s'il y a un coût d'ownership qui est un peu plus faible, qui vous amène un petit bonus et puis une revente. Mais globalement, la transition énergétique est un sujet de cohésion sociale aussi. Alors là-dedans, les Français, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'ils ont évolué. Et là, c'est la question, on les a interrogés, et on publie les études. Pour 78% des Français, le nucléaire garantit une indépendance énergétique. C'est le premier argument. La compétitivité a baissé, seulement 62% considèrent que c'est une énergie qui est compétitive. Ça, c'est un effet Flamanville, faut être clair. Les surcoûts de la construction de réacteurs nucléaires a fait baisser ce chiffre. En revanche, ce chiffre-là monte fortement. Pas seulement du fait de la guerre en Ukraine, c'est le rapport du GIEC, c'est d'une façon générale depuis 3, 4 ans, 5 ans, l'ensemble de la communication sur le nucléaire également. Et puis, vous voyez qu'on est encore pas très bon en communication, puisque simplement 55% des Français pensent que le nucléaire contribue à la lutte contre le changement climatique. On fait beaucoup d'efforts de communication là-dessus, mais c'était encore plus inquiétant chez les jeunes, puisque en 2019, quand on a commencé à travailler vraiment la communication sur les jeunes, 79% des moins de 25 ans en France pensaient que le nucléaire contribuait au réchauffement climatique. Alors qu'on est à 12 grammes de CO2, aussi faible que l'éolien, plus faible que le solaire, donc en analyse cycle de vie. Donc là, il y en a un gros effort de communication. Je passe très vite, mais ça c'est pour un rappel, parce que là aussi on a tendance à l'oublier. 100 grammes d'uranium naturel, c'est une tonne de pétrole. Ce qui veut dire que l'ensemble de la consommation annuelle française d'uranium, c'est entre 200 et 300 conteneurs. Donc c'est un tout petit bout d'un bateau par rapport aux quantités de pétrolier qu'il faut ou de gaz qu'il faut importer. Donc des quantités faibles qui se stockent. Ça explique que malgré toutes les polémiques, guerre en Ukraine, au bout de 3 mois, si vous n'avez plus de gaz, en revanche de l'uranium, vous avez plusieurs années de stock. C'est très très différent. Les métiers d'Orano, 4,2 milliards de chiffre d'affaires, 17 000 salariés dans le monde, 2/3 des effectifs en France, mais la moitié du business à l'étranger, et on est cash flow positif depuis la restructuration, puisqu'on a restructuré Orano dans les années 2014 à 2018, et depuis, donc cash flow positif. On est dans les écoles des mines, donc notre activité première, c'est de produire de l'uranium, d'extraire de l'uranium du sous-sol au Canada, au Kazakhstan, au Niger, et avec des pilotes qui fonctionnent en Ouzbékistan et en Mongolie. Et avec de ce point de vue-là d'ailleurs, des collaborations avec les écoles des mines, que ce soit en termes de géologie, d'exploitation minière. Notre avantage, c'est la technologie, et notamment les jumeaux numériques des gisements et la technologie en exploration. Ensuite, l'uranium, on l'enrichit sur notre plateforme, on le convertit, on l'enrichit sur notre plateforme Narbonne Tricastin.
dans la vallée du Rhône. Et puis, une fois qu'on n'est plus, depuis 2017, on ne construit plus de réacteurs. Framatome est dans le groupe EDF. On est vraiment uniquement sur les matières nucléaires. Ensuite, que l'on recycle dans l'usine de La Hague, pour ceux qui le connaissent, à Melox. Combustible donc, qui est recyclé. On fait l'ingénierie qui va avec, les transports, plusieurs milliers de transports nucléaires dont vous n'entendez pas parler, a priori. On démantèle et on assure la maintenance, 4000 personnes en France sur ces métiers. Et puis je reviendrai, on fait un certain nombre d'innovations sur la base de nos technologies. Et on est, alors, malgré la restructuration, malgré toutes les difficultés, Orano, et c'est une fierté de la France, de nos anciens, et est dans les 3 premiers mondiaux sur l'extraction d'uranium naturel, sur sa conversion, sur son enrichissement, avec des concurrents qui sont en général les locaux de l'étape, surtout sur l'uranium naturel, c'est-à-dire Kazatomprom pour le Kazakhstan, et Cameco au Canada. Bon, les Russes et les Chinois sont présents sur tout le cycle du combustible, mais la France et Orano est le seul pays qui a gardé dans l'OCDE la maîtrise technologique de l'ensemble de la chaîne du combustible. C'est-à-dire des questions de chaîne qu'on se pose maintenant pour les batteries, par exemple, d'où vient le lithium, d'où vient le nickel, d'où vient le cobalt. Sur l'uranium, la France, et à travers son bras armé industriel, a gardé la capacité à gérer l'ensemble et à développer l'ensemble des technologies. Ça nous permet aujourd'hui, dans cette salle, d'avoir 10% d'électricité faite à partir de matières recyclées à La Hague, et puis avec le recyclage de l'uranium, jusqu'à 25% de matières recyclées dans le parc EDF. Je vais très vite, mais avec le discours de Belfort du président de la République, la taxonomie européenne, le parc nucléaire français va être prolongé, sauf raison de sûreté, nouvelle construction. Et s'agissant d'Orano, pour notre petite part, ça veut dire que les usines du cycle, elles sont neuves pour l'amont, pour l'enrichissement. Mais en revanche, La Hague a l'âge de ses artères et donc en 2040, elle aura 50 ans. Ce qui veut dire, dès aujourd'hui, la demande au gouvernement de réfléchir à est-ce qu'on continue à recycler ? Parce qu'il faut maintenir à ce moment-là les usines jusqu'à 2040 et au-delà. Comment on prolonge ces métiers du recyclage qui ont la taille de cathédrale, mais la technologie de Formule 1, comment on fait pour que ces bijoux uniques, industriels uniques au monde, d'abord soient prolongés et ensuite aient une suite et qu'on puisse continuer à recycler les matières et à conditionner les déchets, puisque en recyclant, on conditionne aussi les déchets en réduisant le volume d'un facteur à peu près 5 et leur radioactivité d'un facteur 10 à long terme. Donc vraiment, les avantages du recyclage qui pourraient continuer au-delà de 2040. Je balaye un certain nombre de sujets aussi, encore une fois pour vos questions. Le nucléaire se place aussi complètement dans la transition énergétique avec de nouveaux réacteurs. Il y a 70 startups aux États-Unis, dont vraiment 10 qui sont très lourdement subventionnés et 2 pour des protos. France 2030 également développe à la fois des réacteurs du type eau légère, mais de plus petite taille, Neward, mais également des réacteurs avancés. Donc on parle de réacteurs sodium, on parle de réacteurs sel fondu, qui vont avoir des avantages, notamment pour les réacteurs rapides, en réduction des déchets à long terme, et puis qui essayent de faire une alternative. Darwin dira quels sont les succès, mais quand on voit aux États-Unis Bill Gates, Jeff Bezos s'intéresser à ça, Elon Musk, pour l'instant n'a pas investi, mais plaidait très fortement pour le nucléaire, et du coup les Européens s'interrogeaient en disant bon, on a déjà eu des difficultés en termes technologiques, en termes de vitesse de développement technologique dans le spatial ou même dans l'automobile. Faisons attention au nucléaire. Donc voilà. Pas mal d'innovations et pas mal de levées de fonds, alors avec des aspects start-up d'ailleurs assez intéressants. Et nous, en tant qu'Orano, on est là pour fournir du combustible. Alors ils ont tous des combustibles différents, tous les réacteurs avancés, donc Darwin là aussi fera une certaine sélection, mais on essaye de fournir les meilleures solutions, notamment pour des réacteurs avec des combustibles un tout petit peu compliqués. Il faut avoir en tête que les États-Unis, pour reprendre un certain leadership, ont aussi levé des barrières historiques. C'est-à-dire que par exemple, on n'enrichissait pas l'uranium au-delà de 5% en uranium fissile.
difficile. C'était une règle imposée par les Américains dans le monde commercial. Quand ça les a arrangés pour susciter l'innovation, maintenant ils ont levé la règle et on peut enrichir jusqu'à 20% pour les réacteurs de type avancé. Donc beaucoup de choses qui peuvent changer dans l'innovation nucléaire. Et alors, sans être trop long, une autre innovation étant tout ce qui touche à la mesure de la radioactivité, en tout cas pour le bêta-gamma, puisque maintenant, avec ne serait-ce que de la réalité augmentée ou des choses comme ça, on est capable de visualiser les sources radioactives dans un local, on est capable de faire de la mesure de grande surface, on est capable de rendre la radioactivité visible. Alors c'est pas encore arrivé dans le commun des mortels, c'est pas arrivé partout, mais on rend la radioactivité visible. Or c'est une des grandes sources d'abord de risque, bien sûr, hein, pour les intervenants, mais aussi une des sources de non-acceptation du nucléaire, c'est que c'est le danger invisible. Or on est capable de plus en plus, avec des capteurs bien placés et des dispositifs de visualisation bien foutus, de voir où est la source dans un local, où est la contamination, comment la chercher, comment l'éliminer. Ça va être, je pense, dans les années qui viennent, un des grands changements pour les opérateurs nucléaires et d'une façon générale aussi pour le lien avec le public. Avec les mesures temps réel, on peut maintenant avoir des mesures, et chacun d'entre nous peut avoir des mesures de radioactivité beaucoup plus simplement. Et donc, typiquement en cas d'accident, et nous on se prépare à ça, en cas de crise, vous pouvez avoir l'ensemble des habitants autour de l'usine qui dit moi je mesure ça. Et ça fait le BFM, et ça fait qu'est-ce que ça veut dire. Et le pire étant, je le dis, mais je suis aussi prêt à le dire de manière publique, le pire étant la communauté des médecins, parce qu'une même mesure, vous allez avoir sur les plateaux télé 11 médecins et 12 interprétations différentes de la mesure et de son effet sur la santé. Bon. Donc on se prépare aussi au fait que non seulement ça va rendre la radioactivité visible, mais en plus ça va démocratiser le débat sur la radioactivité avec tous les aspects bénéfiques et puis les aspects un peu incontrôlés du sujet. Mais on n'utilise nos technologies pas que pour le nucléaire au sens électronucléaire. Ça, c'est une belle réussite. Une mine d'uranium en France, à Bessines, en Haute-Vienne, dans le Limousin. Donc, quand elle a été exploitée en 1978, donc voilà, c'est pour un ingénieur des mines, c'est beau, mais c'est une mine à ciel ouvert. Là, elle est réhabilitée, donc elle a été réhabilitée en 2005, et c'est là qu'on a installé tout notre centre de recherche en chimie extractive, donc sur le même site, c'est le même site de la mine. Pourquoi ? Parce que pour extraire de l'uranium d'un caillou, et tous les cailloux sont très différents, comme vous le savez, il faut beaucoup de chimie extractive, et on utilise cette chimie extractive pour un certain nombre d'innovations, sur lesquelles je vais aller vite, mais une de celles qu'on poursuit est le traitement des cancers. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la radioactivité en imagerie, parfois en radiothérapie. Mais là, l'idée est de faire vraiment un médicament injectable. Hein. On arrive avec une seringue dans la chambre du patient. On a recruté le dernier patient de phase 2 le mois dernier. Aux États-Unis, parce qu'en France, c'est un peu compliqué d'innover dans le médicament. Ça va changer, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'était très compliqué. Et là, vous voyez donc le scanner d'un patient entre les injections. Donc ça, c'est des tumeurs neuroendocrines avec un isotope du plomb, un vecteur, qui en l'occurrence là est un peptide, mais une entre guillemets start-up, mais on est quand même déjà à la fin de l'année, on sera une centaine de personnes, une décision pour construire une usine et surtout l'approbation du médicament qu'on espère dans les 2-3 ans qui viennent, après un très très long chemin. Et c'est une plateforme technologique, c'est le premier médicament, mais on a déjà le deuxième en essai clinique, toujours aux États-Unis, et un pipeline de plusieurs médicaments derrière si ça fonctionne. Toujours sur la base, à la base, le sujet, c'est de parfaitement purifier l'isotope qui est un émetteur alpha, là en l'occurrence, dont les descendants sont des émetteurs alpha, et puis le purifier et ensuite avoir un vecteur bio, comprendre la biodistribution de ce médicament dans le corps humain. C'est beaucoup plus compliqué de soigner des humains que des souris, mais ça fait la beauté du métier d'ingénieur. Et puis, dernier point pour vos questions, pour vos réactions.
une entreprise technologique et notre raison d'être, c'est de développer les savoir-faire de maîtrise et de transformation des matières nucléaires, parce qu'une entreprise technologique, elle est basée sur les compétences des équipes. Aujourd'hui, après, notre plan social il date de 2016, mais aujourd'hui c'est 1200 recrutements par an en France. CDI. C'est 3 fois plus de candidatures reçues en 2022 qu'en 2019. Donc il ne faut jamais désespérer, ça attire vraiment. Notre inquiétude étant pas tellement sur les ingénieurs, mais sur la féminisation d'une façon générale et sur les techniciens BTS équivalents, parce que là, d'une façon générale, la désindustrialisation de la France, elle a quand même fait beaucoup de dégâts. Donc on a de ce point de vue-là, une communication qui est complètement orientée moins de 25 ans, une des rares grandes entreprises françaises à s'être lancée sur TikTok en termes de communication, pas pour l'utilisation professionnelle bien entendu, mais en termes de communication. Et on n'aurait jamais pensé qu'une vidéo des piscines de La Hague ferait plus d'1 million de vues sur TikTok, mais si, il y a plus d'1 million de Français, 1,7 million en l'occurrence, qui ont regardé, alors c'est sympa, il y a une musique sympa, mais qui ont regardé cette vidéo, et ça contribue, alors c'est une anecdote, mais d'une façon générale, une communication complètement axés réseaux sociaux, moins de 25 ans, à la fois parce ce sont les plus opposants au nucléaire, parce qu'il faut les jeunes filles pour les convaincre de faire des métiers, des sciences et des techniques. C'est très jeune en fait que ça se détermine, collège voire avant. Et puis parce que pour recruter, pour l'attractivité, et puis pour fidéliser nos clients. Moi je suis voilà. Le succès a été atteint, cette communication, cette attractivité, on est en rupture avec l'image corporate du groupe. Elle a été pas mal critiquée par nos salariés qui étaient très mal à l'aise au début, et puis ce sont les enfants de nos salariés qui les ont convaincus. Ah dis donc, j'ai vu ton chef sur TikTok, il a l'air vachement sympa. Alors, non, en fait il n'est pas sympa du tout, a été la réponse, mais néanmoins ça rend l'entreprise attractive, et surtout on peut faire de la pédagogie tout en étant, c'est-à-dire être sérieux sans se prendre au sérieux, faire la pédagogie sur le nucléaire sans nécessairement dire que c'est très compliqué et que c'est très risqué, et que, etc. Non, c'est des choses qui sont, qui sont sérieuses, mais on peut en parler sans se prendre au sérieux. Voilà ce que je voulais vous dire pour brosser juste quelques éléments d'actualité en respectant le timing et pour surtout être un prétexte à vos questions. Merci. Je ne suis pas Jean-Marc Jancovici, mais s'il avait été là, il me demanderait quels sont les leviers politiques, parce que économiques que vous avez cités, en France en tout cas, qui permettraient justement de lever le développement des centrales, parce qu'à part bien sûr Alors, l'abord, ce sont des métiers, d'une façon générale, l'énergie, ce sont des métiers de long terme. Donc c'est pas un frein. D'abord, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours. Les auditions parlementaires sur la perte de souveraineté énergétique sont intéressantes, en tout cas certaines auditions, avec quelques-unes hautes en couleur. Arnaud Montebourg est peut-être celui qui a vécu de plus près la loi de transition énergétique et l'accord VRPS de 2011, donc il en parle avec un langage imagé, par exemple. Puisque vous m'interrogez sur les aspects politiques. Et je pense que ce qui est surtout nécessaire, c'est que les techniciens, les scientifiques, les ingénieurs et les autres s'impliquent aussi dans le débat politique et dans l'apport de solutions, parce que c'est l'inconstance qui est le plus grand danger. Un grand coup de barre à gauche, grand coup de barre à droite. On ne bâtit pas une politique énergétique comme ça, quelle que soit l'orientation qu'on veut lui donner, ça ne marche pas. Ensuite, je suis franco-allemand, personne n'est parfait, mais je suis assez fier d'être franco-allemand, mais en matière énergétique, c'est plutôt une tare, enfin, je considère. Et quand on regarde la politique énergétique allemande, il y a des choses extraordinaires qui font très bien, ils isolent mieux leur maison, ils sont plus doués que nous en pompe à chaleur, quoique, enfin bon, il y a vraiment des choses très très bien dans la façon dont les Allemands gèrent l'énergie, et puis il y a des choses hallucinantes. C'est plus facile de parler de la politique allemande que de la politique française ici, mais voilà, se dire qu'on a un problème avec un pipeline ukrainien en 2004-2005, et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on construit un autre pipeline qui contourne tout le monde, qui s'appelle Nord Stream.
On ne fait même pas un terminal gazier. Je dis même pas faire du nucléaire, je dis juste, ça aurait quand même eu du sens de faire un terminal gazier, même pas un terminal gazier. Bon, ça veut dire que voilà, la science et la technique, elle est plus là, quoi. Elle est plus là dans la décision, et le long terme n'est plus dans la décision. On est dans, bon, le gaz, c'est pas cher, on en prend, et puis voilà. Et donc la première chose, je pense, c'est qu'il faut qu'on reprenne des débats de long terme sur base scientifique et technique. Je ne suis pas Jean-Marc Jancovici, même s'il est intervenu chez Orano et que le COMEX en est ressorti assez marqué, c'était il y a quelques années, et que je leur ai offert le bouquin du Monde sans fin, donc en tout cas incité à le lire. Mais je pense que là, on a vraiment les deux choses, partir de la science et tenir dans la durée. Vous ne pouvez pas recruter des gens si vous leur dites que dans 5 ans, ça va changer. Quoi. Ça ne marche pas. Hein. Corentin. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour cette présentation. Sur un sujet un peu connexe au nucléaire, Orano a annoncé récemment investir dans les batteries électriques. Pour Orano, ça représente quoi? Est-ce que c'est un investissement un pas de côté comme pour Orano Med, une activité annexe mais qui ne remplacera pas l'activité principale qui reste le cycle du combustible? Ou est-ce que c'est aussi une façon de se diversifier dans la maîtrise des chaînes d'approvisionnement pour la souveraineté énergétique? C'est tout mon général. Essayer de faire une réponse indique. En 2019, quand on sort de la restructuration, je suis convaincu qu'il faut transformer Orano d'un exploitant nucléaire d'usine qui doit être de plus en plus performant en une plateforme technologique, parce que dans la concurrence mondiale, on ne sera jamais les plus gros par rapport aux Américains, on ne sera jamais les moins chers par rapport aux Chinois, on ne sera jamais aussi politique que les Russes. Donc notre seul atout, il est d'être très performant en excellence opérationnelle, en ligne et d'une façon générale sur nos coûts, et puis en techno. Et à l'époque, les prix de l'uranium n'avaient pas doublé comme ils viennent de le faire, l'enrichissement non plus. On a regardé beaucoup de sujets, on a des gaz rares, on a tout le tableau de Mendeleïev à La Hague, par exemple, hein, des gaz rares pour les moteurs spatiaux, on a regardé énormément de choses, et puis on a arrêté, on a sabré, divisé par 2 le budget de R&D d'une façon générale pendant la restructuration, donc voilà, c'est un nouveau départ. Et sur les batteries, il y a une convergence stratégique assez forte. Et puis je reviendrai sur le but pour l'entreprise, mais d'une part, les systèmes électriques sont complètement révolutionnés par l'intermittence. La question du stockage, elle est fondamentale. Aujourd'hui, on a la capacité de stocker 1 à 2% de l'électricité qu'on produit. Et pour le nucléaire, c'est à la fois une opportunité et un risque. C'est-à-dire que s'il y a des stockages vraiment pas chers qui sortent, renouvelable plus stockage, ça peut devenir moins cher que le nucléaire. Donc il faut quand même surveiller. Donc c'est un hedge naturel de regarder le stockage. Et puis, ça c'est une chose. Et puis ensuite, une convergence avec nos connaissances, c'est-à-dire qu'aller chercher de l'uranium dans l'hydrométallurgie qui permet d'extraire de l'uranium parfois à moins de 1%, en quelques pour mille dans le désert du Ténéré, finalement c'est pas plus compliqué d'aller chercher du lithium dans une batterie qui se trouve être à Maubeuge ou à Ambar. Voilà. Donc on a essayé, depuis 2019 on a lancé un programme de R&D d'abord avec le CEA de manière très discrète, mais travailler sur les métaux de la transition énergétique, c'était finalement assez naturel pour nous, en termes de technologie et de stratégie de ce qu'on va voir. On a regardé l'hydrogène, on a vu qu'on n'avait pas d'angle pour entrer dans l'hydrogène, et puis que les rendements de stockage, des stockages étaient très faibles. Donc il y a plein d'applications de l'hydrogène dans l'acier, le ciment, voilà. Mais en tout cas, pour nos technologies, on n'avait pas de moyen d'y rentrer. Et donc tout ça, l'univers de la transition énergétique plus la chimie extractive nous a amené aux batteries. Et là, il y avait un dernier élément, c'est que c'est quand même d'autres clients qui sont les fabricants automobiles, qui eux-mêmes ont une révolution à faire. Mais il se trouve que pour faire notre révolution de performance, on avait un certain nombre de nos leaders, de nos managers, dont un est présent dans la salle d'ailleurs, Jean-Christophe, qui venaient de l'industrie automobile. Notre direction des achats, typiquement, c'était des anciens de chez Faurecia, etc. Bon, donc on a constitué une équipe aussi avec des gens qui savaient parler avec des industriels de l'automobile.
Au début, on a été vu comme un ovni. On est parti du recyclage parce qu'on s'est dit on n'a pas l'argent pour acheter une mine de lithium, donc on est parti du recyclage et puis ça correspond complètement à notre raison d'être et puis on le fait déjà pour le combustible nucléaire. On est parti du recyclage et en raisonnant chaîne de valeur, on s'est dit ouais, ok, mais une fois qu'on a recyclé, il y a encore des étapes de chimie avant la Gigafactory et c'est pas bon. Tout le monde est en train de le découvrir, mais nous sur l'uranium on y a fait très attention. C'est pas bon d'être en concurrence avec la Russie, la Chine ou des pays industriellement forts dans une chaîne de valeur et d'être seulement sur un petit bout parce que vous avez toutes les chances de vous faire manger. Le jeu de Go, c'est eux qui l'ont inventé, c'est pas pour rien. Hein. Donc on a dit bon bah voilà, on regarde. Et puis, on est une entreprise 90% État français, 10% japonais, même si on se conçoit, tous les contrats sont de droit privé, on est dans des marchés concurrentiels, en dehors du recyclage. Donc, on a regardé quels étaient les moyens de combler. Et il y avait, sur la dernière étape avant la Gigafactory, on n'était pas capable d'avoir les technologies suffisamment vite. Donc, on s'est allié effectivement avec un leader mondial qui, pour le coup, est chinois, mais qui accepte d'investir en France, parce que le but, c'était que l'Europe et la France se dotent d'outils industriels qui permettent d'assurer la chaîne de valeur complète en dehors de la mine avant la Gigafactory. Ensuite, qu'est-ce que ça peut faire pour Orano ? Si il y a une phase d'industrialisation qui n'est pas sans risque, mais d'être avec des partenaires, d'être avec des financeurs, ça permet par rapport au capex dans le nucléaire, ça reste de l'ordre de grandeur de 5 à 6 fois moins de capex que ce qu'on fait d'investissement que ce qu'on fait dans le nucléaire. Mais le but, c'est bien d'avoir à la fin, que ce soit pour le médical ou pour les batteries, l'équivalent d'une business unit chez nous, c'est-à-dire quelque chose qui fait entre 500 et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. La grosse différence entre le nucléaire, les batteries d'un côté et le médical de l'autre, c'est que le médical, c'est high risk, high reward. Soit ça marche et ça vaut, le médicament se vend et ça vaut plusieurs fois, au moins le chiffre d'affaires, voire plusieurs fois le chiffre d'affaires, soit le médicament ne se vend pas et ça vaut 0. Bon, une usine dans le nucléaire, en général, ou une mine, vous avez à peu près vendu 50% de la production avant de la lancer, donc votre retour sur les capitaux engagés, il sera de toute façon supérieur à 0, en tout cas dans nos métiers. Peut-être qu'il n'atteindra pas les pourcentages à deux chiffres que vous serez fixés, mais vous avez un risque beaucoup plus faible, mais en revanche vous ne pourrez jamais avoir des produits aussi rentables que dans le médical. C'est aussi dans le portefeuille stratégique d'avoir donc des profils variés exposés à des choses variées. Le stockage, la chaîne de valeur du stockage, parce que si elle bouge, ça fera bouger le nucléaire, et puis le médical parce que c'est une chaîne de valeur complètement différente sur la base des mêmes technologies. Avec, un dernier point, un accès au marché là aussi très différent, et au début on pensait juste fournir un isotope et puis que les entreprises pharmaceutiques se débrouilleraient. Et puis comme personne veut, c'est l'avantage, comme personne veut faire du nucléaire, les entreprises pharmaceutiques nous ont dit non, nous on ne veut pas toucher, donc c'est vous qui fabriquez le médicament, c'est vous qui le transportez, et on finit par apporter la seringue dans la chambre du patient, qui est une chambre tout à fait banalisée, ça se fait en ambulatoire. Et la seule chose qu'on ne fait pas pour l'instant, c'est la commercialisation, mais même les essais cliniques, c'est nous qui les organisons. Oui. Bon, j'ai commencé à être un peu provocant ce soir, donc je vais continuer. Merci pour la question. Un becquerel, c'est un atome. On sait mesurer. Quand je vois comment je vais quand même être correct. Quand je vois la difficulté qu'on a eu à mesurer le Covid sur les tables. Le virus, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qui le respire, qui le machin, etc. Vous pouvez mesurer un becquerel. Donc la radioactivité, en fait, si j'étais terroriste, j'utiliserais surtout pas la radioactivité. C'est hyper traçable. On sait s'il y a une pollution à un endroit, de quelle usine ça vient. Quand les Russes ont un problème avec une usine, on trace ça à des milliers de kilomètres et on sait exactement de quelle usine ça vient. On sait malheureusement quel essai nucléaire a déclenché, quelle pollution atmosphérique, etc. C'est hyper traçable. Donc oui, il faut faire attention, je ne doute pas, et il y a des mesures contre la prolifération auxquelles il faut faire attention. Maintenant, si les Américains ont viré leur cutie sur le sujet de l'enrichissement, c'est parce qu'ils sont aussi réalisés qu'un réacteur, à partir du moment où il avait commencé à diverger, ok, vous pouviez faire une bombe sale, mais encore une fois, pour faire une bombe sale, vous pouvez, alors je ne vais pas faire la liste ici de tout ce qu'on peut faire, mais il y a des choses beaucoup plus simples à faire que de faire une bombe sale avec un petit réacteur nucléaire.
encore une fois, il faut attention, je ne dis pas qu'il faut être irresponsable, il faut gérer le risque, mais vous avez aujourd'hui même des Danois qui sont fondamentalement, historiquement, qui étaient antinucléaires et qui sont en train de changer d'opinion publique, et des industriels danois qui s'allient avec des chantiers navals coréens pour faire des réacteurs sur barge, que font les Russes, mais avec voilà, un peu à la soviétique, pour dire, mais attendez, si vous voulez, peut-être que c'est plus sûr, par exemple, pour un port africain, d'avoir une barge qui vient avec un réacteur qui est scellé pendant 7 à 10 ans, et puis après, la barge, elle retourne se faire recharger en combustible, et ce sera peut-être beaucoup plus facile à contrôler en termes de violence que toute la violence qu'il y a à Lagos ou ailleurs tous les jours. Donc, voilà, il faut qu'on travaille bien, parce que c'est une question d'acceptabilité, quel risque la société est prête à prendre, parce qu'inversement, un petit réacteur sur une barge, s'il lui arrive un problème, ou puis il tombe dans l'eau, enfin voilà, donc vous voyez, on peut beaucoup changer notre approche, l'approche là-dessus. Et clairement, à l'inverse, vous avez des aspects géopolitiques dont on n'a pas parlé, où la façade orientale de l'Europe, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, a des réacteurs de construction russes, Slovaquie. Et donc l'enjeu, que ce soit pour les États-Unis ou la France, c'est comment on remplace en termes de technologie de réacteurs l'Ukraine, bien entendu, aussi, et de combustible. Donc voilà. Pour des pays comme ça, c'est pas la peine d'aller non plus. Puis quand, bon, heureusement, je ne suis pas à la tête du nucléaire russe, mais enfin, c'est sûr qu'aller vendre des centrales nucléaires au Bangladesh, en termes d'écosystème, c'est pas forcément la première idée qui vous vient. Ça, c'est vrai. Mais avant de devoir vendre des centrales nucléaires au Bangladesh, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Hein. La Pologne, il y a décarboné. Enfin voilà. Je suis pas toujours politiquement correct, mais j'espère que vous n'avez pas choqué. Oui. Oui. Donc, en quoi Orano peut-il contribuer à se substituer à toutes les fournitures russes ? Il y a essentiellement, aujourd'hui dans le monde occidental, il y a en fait sur le nucléaire essentiellement une fourniture russe. Et puis je viendrai sur l'Europe de l'Est, qui est un petit marché qui est spécifique, mais c'est l'enrichissement. En uranium naturel, les Russes sont plutôt importateurs. Alors certes, le Kazakhstan a acquis dans les 20 dernières années un statut particulier avec plus de 40% de l'uranium consommé dans le monde qui vient du Kazakhstan, mais c'est le Kazakhstan, c'est pas la Russie. Bon voilà, c'est géographiquement effectivement assez proche, mais c'est l'enrichissement. Et du fait de prix bas, la Russie a 25% à peu près de part de marché sur l'enrichissement dans le monde occidental. Bon, après, il y a une partie de l'Occident qui a dit pour l'instant, il n'y a pas d'embargo ni de sanctions, hein, donc les matières continuent d'arriver. Il y a assez peu de contrats nouveaux et le prix a à peu près doublé. Il avait été divisé par deux en fait en 2014 parce que le rouble avait perdu de la valeur avec la crise pétrolière. Donc en fait, c'est un retour au prix. Voilà, il a déjà été plus haut, hein, l'enrichissement. Donc nous, ça c'est vrai que c'est un effet plus de la guerre que du climat. Sur l'uranium naturel, les politiques climatiques ont eu un effet, mais sur l'enrichissement, il y a un effet assez spécifique de la guerre. Donc on a très vite indiqué qu'on était prêt à augmenter nos capacités. Ça prend du temps, mais c'est l'usine d'enrichissement du Tricastin. On a demandé à nos clients de s'engager. Ce sont plutôt les clients américains qui sont intéressés parce qu'une usine comme ça, voilà, il faut avoir une visibilité. Voilà, on a aujourd'hui une visibilité sur à peu près 50% de la production. On essaye d'avoir une visibilité jusqu'à 2040 parce que vous avez quand même une bonne partie une partie des milieux d'affaires qui considèrent que peut-être que Vladimir il va tomber d'une fenêtre du 6e étage ou quelque chose comme ça, et que dans 2 ou 3 ans on recommencera à acheter des choses aux Russes. Hein. Voilà, il faut donc et ça je sais pas, moi je peux pas le juger. Donc simplement je dis aux clients, je peux pas construire une usine et que dans 2-3 ans vous me disiez que finalement c'est moins cher en Russie. Donc il nous faut des engagements de long terme. On a fait un débat public qui s'est plutôt bien passé. On soumet très prochainement le dossier, le rapport préliminaire de sûreté à l'autorité de sûreté. Tout ça est public. Pour un début de chantier fin 2004, début 2025 et première production 2028. Donc de manière très concrète sur l'enrichissement.
Ensuite, il y a un sujet qui est beaucoup plus petit, mais sur lequel nos syndicats et les opposants insistent un peu plus, qui est la conversion et l'enrichissement de l'uranium de recyclage. Donc par nature, de l'uranium de recyclage, vous en avez moins que de l'uranium naturel, vous en avez 7 fois moins, puisque l'uranium naturel a été enrichi à peu près 7 fois pour rentrer en réacteur. Donc quand vous le déchargez du réacteur, vous en avez 7 fois moins qu'au début, mais néanmoins, si vous voulez le réenrichir, c'est un marché qui est 7 fois plus petit, mais il faut le travailler. Et là, à l'époque, cette politique d'approvisionnement, elle dépend d'EDF et c'est tout à fait respectable. Et on ne s'y était pas opposé. EDF avait dit, écoutez, moi, réenrichir mon uranium de recyclage, c'est beaucoup moins cher en Russie. Mais ce n'est pas une question de dépendance technologique. C'est simplement que les installations, elles existaient en Russie, c'était moins cher et EDF avait choisi de le faire. Si on doit le faire à nouveau en Europe, on le fera à nouveau en Europe. C'est pas un débat. Simplement, il faudra investir dans une usine. Donc, et là, c'est sûr que l'aval du cycle, recycler, en général, c'est plus cher que de mettre sur les parkings. Hein. Mais ça, c'est valable dans le nucléaire, dans l'acier ou dans ce que vous voulez. Hein. Donc, c'est faisable. Et contrairement au gaz, alors le gaz, finalement, ils ont trouvé des solutions aussi, hein, mais Patrick Pouyanné, que j'admire la façon dont il gère Total, avait dit on ne se passera jamais du gaz russe. Bon, le fait est qu'on s'est passé du gaz russe. Mais bon, ça n'a pas été gratuit. Merci pour votre propos. C'est vraiment très intéressant et on sent vraiment que vous êtes passionné par votre métier, par cette filière. Franchement, c'est très inspirant. Justement, ma question porte un petit peu sur ça, sur la passion. Voilà, je viens d'entrer à l'école des mines de Saint-Étienne. Et comme je pense tout le monde dans cette salle, là, je me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette école généraliste ? Et c'est une question qui n'est pas facile, qui n'est pas facile du tout. Et il y a un adage que j'entends assez souvent, c'est quand on ne sait pas ce qu'on veut faire en école d'ingénieur généraliste, on part dans le conseil. Bon, j'ai rien contre ce secteur d'activité, bien sûr, mais non, plus sérieusement, comment convaincre aujourd'hui les futurs étudiants, les ingénieurs, en début de carrière, de partir dans le nucléaire et même dans l'industrie au sens large, alors qu'elle a été très décriée, peut-être un peu mal aimée. Pourquoi aujourd'hui, comment vous pourriez me convaincre, par exemple, de partir dans l'industrie ? Voilà, je vous remercie. C'est une soirée entière. Non, je pense que c'est effectivement un sujet qu'on traite très souvent rationnellement. Alors que dans une vocation, il y a beaucoup d'émotions. J'avais essayé de commencer avec les glaciers qui fondent. Et la mission de l'ingénieur, c'est vrai que moi, mes enfants me demandent pourquoi tu n'es pas allé dans la finance, hein, donc j'entends votre question. La mission de l'ingénieur, c'est de faire bénéficier la société des progrès des sciences et des technos. Et de le faire en étant inspiré soi-même. Bien sûr, si vous n'êtes pas... Bon, il y a des gens qui quittent le nucléaire en disant finalement c'est trop compliqué, voilà. Mais on est à la limite des sciences et des techniques sur plein de sujets. Si on n'a pas pu faire l'essai clinique en France, c'est parce que c'était un médicament qui était en complète rupture. Le recyclage, il existe nulle part dans le monde. C'est un domaine d'excellence française où l'innovation et la capacité des Français à gérer la complexité qu'ils ont eux-mêmes créée, elle est très très forte. Donc là, il y a une part du génie français qui se retrouve, alors certes sur des marchés qui ne sont pas aussi impressionnants hein, que l'oil and gas, mais la science, la technique, et puis les gens qui ont quitté Orano, il y a une chose qui leur manque, c'est la solidarité et la cohésion humaine, le lien humain. Parce qu'on ne fait pas, comme on s'est fait taper dessus pendant 10 ans, et puis d'une façon générale, il y a une agressivité extérieure qui est assez faible, parce que le dimanche, il y a votre beau-frère qui vous agresse parce que vous êtes dans le nucléaire. Pour peu, moi je suis lyonnais, alors vous imaginez à Lyon, voilà. Donc, il y a à la fois beaucoup de gens qui travaillent dans le nucléaire, mais aussi une municipalité et une collectivité qui est très opposée au nucléaire. On voulait faire notre centre de recherche nucléaire médical à Lyon, on n'a pas pu le faire. Hein. Donc, ça, il y a une cohésion humaine qui est hyper forte dans les entreprises, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est un facteur qui est très très important. Et quand je vois les jeunes et que je rencontre les jeunes dans nos bureaux d'études, à la fois ils ont les yeux qui brillent parce qu'ils sont sur des métaux que personne n'a jamais vus, sur des procédés de fabrication que personne n'a jamais vus. Une opération de maintenance, ça coûte aussi cher qu'une voiture de luxe à La Hague, et donc vous pouvez vous payer le drone machin parce que comme vous n'avez pas accès, vous y allez avec un drone incroyable qui
qui se faufile dans des petits trous puis qui va réparer votre équipement. Donc vous êtes à la limite des techniques de l'ingénieur, à la limite des sciences, et en même temps vous avez un lien humain qui est extrêmement fort. Voilà ce que je peux vous dire. Et encore une fois, on est super motivé pour accueillir plein de forces vives avec une variété de métiers, puisque finalement on est 13 000 en France, mais avec des chimistes, des mécaniciens, des informaticiens, des data scientists. Vous pouvez faire plein de métiers différents chez Orano, avec un secteur qui est nucléaire, et puis tout d'un coup faire du médical, faire du recyclage de batteries, et à la fin être vraiment des industriels. Donc une industrie qui est vraiment à la pointe des technologies, avec un lien humain qui est extrêmement fort. Je vérifie mon timing parce que je pense que Xavier Fontanet va devoir passer la main. Juste avant de passer la main, une dernière question. Moi, j'ai été étonné. Moi, j'embauche des ingénieurs et des gens d'école de commerce. Et il y a quelques années, 2-3 ans, j'étais étonné, et pas le plus bête d'entre eux me disait mais le nucléaire, ça dégage du CO2. Alors j'étais effaré, moi qui ai mangé du nucléaire par paquet de 10 bouquins. Et donc j'ai fait un cours à mes consultants. Et il y a un truc que moi-même j'ai redécouvert, ou que j'ai découvert parce que je ne le savais pas. Un Français, pour couvrir l'intégralité de ses besoins énergétiques, il lui faut 2 grammes d'uranium-235. Donc la partie fissile de l'uranium, pour l'intégralité de ses besoins en une année. Je parle bien d'énergie primaire, pas d'électricité. Un Américain, c'est 4. Valorisation de 2018, 1 gramme d'uranium vaut plus cher que l'or. Je ne vous parle pas d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est quelques ordres de grandeur aussi, et je pense qu'il y a aussi une responsabilité des gens du secteur du nucléaire de faire connaître ça. L'interaction forte dans les noyaux d'atomes est 10 millions de fois plus importante au kilogramme que l'interaction chimique. C'est pour ça qu'on a des tout petits volumes et qu'on a une industrie extrêmement résiliente. Et ça veut dire, le rapport entre le contenu énergétique de l'uranium et celui du pétrole, c'est la même chose qu'entre notre assemblée ce soir et peut-être, alors je n'ai pas fait le calcul là, mais à peu près une ville, c'est peut-être pas Lyon, mais c'est quand même un bon gros Saint-Étienne quand même. Hein, donc vous imaginez la différence entre... et c'est absolument colossal. Et le fait, et ceux qui nous rejoignent, et c'est vrai qu'ils apprécient aussi ce côté recyclage des batteries, c'est beaucoup de sens. À ce qu'on fait, il y a beaucoup de sens. Il faut résister à l'agressivité extérieure, mais ce qu'on fait a énormément de sens pour la lutte contre le réchauffement climatique. Tu as tout à fait raison. Alors plus de pédagogie. Alors pour ceux qui ont un peu de temps et les enfants des salariés aiment beaucoup l'émission du QG qu'on a essayé de faire parce que c'est quand même une émission qui a fait l'intégralité de l'interview, ça fait 50 minutes. Bon, mais elle a quand même fait plus de 500 000 vues et puis plus d'1 million de vues sur certains spots. Donc sur certains passages, on essaie justement, on est allé sur le plateau télé avec un vrai bout d'autunite, un vrai caillou avec de l'uranium dedans, avec des compteurs, expliquer ce que c'est qu'un atome, et essayer d'aller justement contre les 79% de moins de 25 ans qui pensaient que le nucléaire contribuait significativement au réchauffement climatique. Ouais. Merci en tout cas.